Merci beaucoup pour l'invitation à ce colloque à Bruxelles, à Amaury et à Philippe. Before I start, I switch now to English. Before I start, I wanted to share a book title with you that I just came about the other day, and I started reading it yesterday. I'm not finished yet. Maybe this is Eulen nach Athen tragen, because everybody knows it in the French-speaking countries. It's by Éric Vuillard, L'Ordre du Jour, Die Tagesordnung, and it seems to me a very interesting, very important book on several political issues in Germany and about the Austrian Anschluss in 1938, and also about appeasement politics in Germany and things like that. And it's a very literary approach, and it has gotten a lot of criticism because it's so literary. But I personally think that writing about history and the job of a historian is the job of an artist and of a writer. So I'm absolutely not against this. I'm very interested. I'm not finished yet. I just started reading it yesterday evening. And so I just wanted to give you this in case you're not familiar with Éric Vuillard. I can just recommend this book to you. I would like... That's good for the French culture d'influence. This is the. It came out in 2017, and it was translated. The German edition came out in 2018, and I'm reading in 2019. So we're pretty good. I would like to speak to you about Arthur Schnabel, who was a very apolitical man in the 1920s. Kannst du näher reden, weil es gibt Personen, die leider nicht perfekt hören. Okay, so the problem is always where to put the manuscript. And the problem is that we can't eat the microphone. So, I'll try again. I would like to speak to you about Arthur Schnabel, who was a deeply apolitical man in the 1920s and finally became a highly politicized person by the end of World War II. Can you understand me now? Is that better? Sorry for disturbing you, Werner. So, one ABN Netherlands, 2 French, and 3rd English. Are we okay? Please. Sure. Bien. By speaking about Schnabel, En parlant de I think I Schnabel, can demonstrate je that pense politicization of the arts pouvoir can have montrer many que la meanings. politisation de Not l'art only the peut most revêtir obvious différents one, sens. Ce that n'est pas art is seulement les used sens as a les sort plus of évidents weapon qui sont in a utilisés political comme une conflict. arme dans un conflit For politique. Schnabel, Pour political Schnabel, means not only what you do, ce qui but est politique, also c'est how you do it. ce The que l'on fait, attitude mais of également the la artist façon dont on le dealing fait, with his l'attitude de work of art. l'artiste quand il And we have produit son already, art. I've Et already par talked rapport to à son art, Amaury et about j'en ai the déjà parlé à Amaury, meaning of de politics and l'étendue de la music that we signification have de la today, politique et de la because, musique que l'on allait aborder music aujourd'hui. bolchevisme is Le something bolchevisme completely musical est different. quelque chose de fondamentalement différent. The aiming at the highest quality of art, the Alors, rejection viser of any la plus commercial haute qualité de l'art, rejeter considerations toute is important to Schnabel. considération Schnabel's commerciale case also est shows that cruciale pour politicization Schnabel. of the music is Schnabel something montre également that que la does not politisation de la come to an musique est end quelque chose in the qui 1930s. ne prend pas fin lors des Taking années into 30. consideration the exile artists, Si on music prend en in compte Europe les artistes is not exilés, la limited musique to the en European Europe continent, ne se limite but pas goes au on in continent all the européen, hemisphere, mais where plutôt European poursuit musicians son can œuvre collaborate dans to tout l'hémisphère brought with nord, them
en particulier dans les pays où les musiciens européens ont dû émigrer et apporter avec eux leur identité européenne. Mais laissez-moi commencer avec quelques réflexions relatives à des compositeurs qui sont nés autour du tournant du siècle. Des réflexions peut-être que vous estimerez peu scientifiques, mais qui m'ont toujours aidé à mieux saisir les motivations de ces artistes. S'il vous plaît, n'hésitez pas à me contredire. D'ailleurs, je vous serais même reconnaissant de le faire afin que je puisse établir si ma théorie vaut le coup ou non. Il m'est toujours apparu comme un miracle que des compositeurs comme Kurt Weill ou Eisler étant différés en matière d'approche politique, bien que leur statut social, lorsqu'ils grandissaient, était plutôt similaire. Ils ont été formés en tant que compositeurs et ont tous deux collaboré avec Bertolt Brecht. Toutefois, seul Eisler s'est radicalisé dans sa réflexion politique. Donc il est devenu un communiste socialiste quasi dogmatique, alors que Weill est plutôt libéral, dans l'acception américaine du terme, un sociodémocrate. C'était un patriote américain qui posait fièrement à côté de sa limousine américaine et ainsi témoignait de son succès commercial dans la société américaine des années 30 et 40. Ils avaient quasiment le même âge. Eisler est né en 1898 et Weill en 1900. Quand Eisler a eu 18 ans, la guerre battait toujours son plein. Aujourd'hui, on a tendance à quelque peu déconsidérer la Première Guerre mondiale, car il n'y avait pas d'atrocité nazie, mais ce serait une erreur fondamentale, car la Première Guerre mondiale fut un carnage terrible, autant que la Deuxième Guerre mondiale. L'utilisation de gaz toxiques, le fait que l'on doive traiter des prisonniers de guerre comme des moins que rien et pas comme des êtres humains. Et c'est là que réside la différence principale entre les biographies de ces deux artistes. Eisler a été mobilisé et a une connaissance de première main des atrocités de la guerre, les soldats dans les tranchées. Naturellement, la guerre a également été ressentie par les civils, mais de façon indirecte, étant donné que les bombardements massifs de villes étaient plutôt un phénomène relatif aux Deuxième Guerre mondiale. C'est pourquoi la perspective d'Eisler est différente. Et son idée que l'artiste devait directement s'engager en politique et sur l'importance de l'art en politique. Eisler voulait concevoir des moyens esthétiques qui pouvaient produire des œuvres esthétiques et politiquement efficaces. Le type de Weill, le type de musique de Weill faisait part d'une tonalité intéressante avec les paroles innovantes de Brecht. Et il a ainsi acquis la réputation d'un enfant terrible, mais pas d'un révolutionnaire. Arthur Schnabel, né en 1882, a vécu la Première Guerre mondiale, mais n'était pas directement impliqué. Il vivait en Allemagne, avec une nationalité autrichienne, et a réussi à échapper à la mobilisation. Il a fait l'expérience de la conséquence de la guerre sur les civils, la pénurie alimentaire, l'hyperinflation, la détérioration de la vie artistique en Europe centrale, la radicalisation du discours politique, l'assassination de Walter Rathenau en 1922 et l'appauvrissement des masses. Il a réagi à ces événements de façon politique. Mais ce faisant, il est devenu moins actif dans la sphère politique, mais il visait plutôt à dégager une liberté de penser, une liberté de commercialiser. Et pour lui, ce domaine d'action, ce furent les arts. Pendant les années 20, il a voulu quitter la sphère musicale telle qu'il la connaissait. Il voulait devenir un compositeur pour devenir entièrement indépendant. Et il voulait vraiment
quitter toutes ces sphères qu'il estimait souillées par les intérêts financiers. On lui a demandé de jouer une série des sonates de Beethoven pour célébrer l'anniversaire de la mort de Beethoven en 1927. Il l'a fait pas à la Philharmonie de Berlin, mais au Volksbühne, devant un public enthousiaste qui, jusqu'à présent, n'avait pas pu assister à de tels événements. Toutefois, il a réagi de façon un peu plus emphatique, en particulier si l'on considère sa réaction à l'influence croissante des nazis. Et c'est là que, pour la première fois, il ne pouvait pas simplement réagir indirectement, mais qu'il devait prendre une décision. La première fois qu'il l'a fait, c'est en 1931, année durant laquelle il a décidé de quitter son poste prestigieux de professeur à la Hochschule für Musik de Berlin. Deuxième fois, lorsque la prise de pouvoir a été réalisée et qu'il a décidé de quitter l'Allemagne en 1933. Il a déménagé au lac de Côme, en Italie. La vie avait changé, mais il pouvait toujours prétendre que la vie suivait son cours. C'est seulement après qu'il ait dû quitter l'Italie au début de 1939 et s'installer aux États-Unis que sa pensée s'est radicalisée. J'estime que c'est sans doute à imputer à sa confrontation directe à des changements fondamentaux pour sa vie. Nous pouvons jeter un œil, nous pouvons considérer sa sensibilisation politique via une série d'œuvres qu'il a données en 1944 et 1945, après la capitulation de l'Allemagne, mais avant le bombardement à l'arme atomique de Hiroshima et Nagasaki. Schnabel ne voulait pas simplement se concentrer sur des sujets musicaux, mais il voulait également parler de sa vie. Et après chaque spectacle, bien, il discutait avec son public. Et il y avait des transcriptions de ces discussions. Et sur la base de ces transcriptions, Schnabel a été en mesure de rédiger une autobiographie. Le livre a été pour la première fois publié en 1961, 10 ans après le décès de Schnabel, sous le titre de My Life and Music, Ma vie et la musique. Schnabel n'a pas été en mesure de finaliser cette œuvre lui-même. C'est Ulrich Schnabel, le fils aîné de Schnabel, qui l'a fait, bien qu'il ait éliminé quelques extraits pour des raisons politiques. À l'égard de l'ère McCarthy, à l'égard du maccarthysme, eh bien, il semblait peut-être inopportun de publier les commentaires de Schnabel vis-à-vis de sa tournée dans l'Union soviétique, en tout cas dans sa forme originale. Donc nous avons les originaux dans l'archive, donc nous avons pu modifier l'œuvre de Schnabel pour lui rendre son caractère original et en faire la musique et mon témoignage. Et il y a quelques autres éléments qui ont été également retirés lors de cette première édition. Alors, il y a un professeur à l'Université de Chicago qui a été en mesure de persuader Schnabel de tenir des leçons. John Orekneff. Et c'était un de ses amis les plus proches. Le professeur Neff faisait partie des professeurs d'université qui se battaient contre une spécialisation et contre le manque de perspective dans le monde universitaire qui, selon lui, se faisait au détriment de la démocratie. Neff confrontait ses étudiants avec des sujets musicaux, notamment, et a trouvé en Schnabel un compagnon avec lequel il pouvait réfléchir à la musique comme partie intégrante de la vie, sans jamais lui attribuer une fonction politique directe. Il y a une correspondance qui permet d'avoir accès aux pensées de ces hommes. Elle est stockée dans les archives à Berlin, mais également dans l'Université de Chicago.
J'ai eu la chance de pouvoir parler de Schnabel à Chicago en automne dernier, au même endroit où Schnabel avait ses propres conférences universitaires. Et j'ai également eu l'occasion de pouvoir visiter les archives de l'université. Dans une lettre adressée à Neff, mai 1933, Schnabel annonçait de manière prophétique la situation qui découlerait de l'après-guerre. Et selon Schnabel, il faisait une analyse de l'excès de consommation. Il parlait de ce qu'on appelle Haben und Sein en allemand. Schnabel avait réussi à identifier des tendances qui pouvaient mener à un autre désastre. Et là, je vais citer sa lettre. Et il m'est difficile de la lire. C'est un excellent anglais assez alambiqué et des longues phrases. Je cite. Alors ça c'est la lettre de Schnabel. Afin de faire face aux menaces de chômage, notre âge de masse production a dû mettre le pouvoir d'achat de l'homme lambda au-dessus de son pouvoir productif, afin que ces exigences soient au-delà de l'âge normal, de la moyenne normale. Alors, il faut que certains marchés existent déjà ou soient fabriqués. Cela sera possible seulement avec ce critère. Alors, le monde physique contient beaucoup d'objets précieux. Plus ils sont rares, plus ils sont chers. Les diamants, par exemple, sont revendables, mais coûtent plus que le verre. Le caviar, même s'il ne remplit pas forcément un ventre plus que les patates, est plus cher. Dans le monde plus spirituel, la situation est tout autre. Le travail des penseurs, des poètes, des professeurs qui ne peuvent pas être corrompus ne représentent pas une fraction dans ce monde matériel, parfois de ce qui est constitué de ce que l'on peut appeler la pourriture. Et il faut faire attention avec ce système économique qui arrive. Et donc le respect de la solidité, de la subtilité, parfois est mis à mal. Il y a une paralysie morale chez le consommateur, c'est-à-dire chez tout le monde. Et c'est ce que notre société souhaite. Et parfois, c'est peut-être la seule façon de maintenir le statu quo des échanges et du commerce tel quel. Et notre société est fière de cette superficialité. La circulation de la monnaie représente le symbole de vie, le service aux consommateurs qui est paralysé moralement et maintenant ce slogan unificateur. Ces industries gigantesques lancent une avalanche d'objets et d'articles inutiles et âpres et les lancent et les amènent à cette masse d'électeurs. On achète en quelque sorte leur voix. On assiste donc à des phénomènes qui sont très imbus de paradoxe. C'est une conséquence de la liberté. C'est une conséquence de la démocratie dans cet âge des machines où le monopole, la concurrence, la confusion et tout ce qui est conventionnel prévalent. On doit trop vendre à tout le monde. Et c'est donc un miracle de voir comment cela fonctionne. Et à beaucoup d'égards, cela fonctionne très bien. Cela démontre ce que l'on peut avoir avec ces biens matériels. Peut-être d'ailleurs que ce système s'effondrerait s'il y avait plus d'ordre, s'il était plus discipliné, franc et efficace. Peut-être qu'on a tort de parler de la civilisation telle qu'on la comprend et de vouloir la forcer
influencer sur la société. Il semblerait que cette nouvelle ère soit dépourvue de ces aspects créatifs qui distinguent l'homme de l'animal. Mais on va continuer à les enseigner. Mais une fois que se sera lancé dans cette phase de prospérité artificielle, etc., il sera très difficile de revenir en arrière. Il faudra peut-être que l'on oublie et que l'on adapte les leçons que l'on a tirées du passé et celles qui ne correspondent pas aux intérêts d'aujourd'hui. La poursuite du bonheur via l'argent et via ce que l'argent peut acheter se poursuit. Il n'y a pas d'autre force indépendante sur cette terre. Et donc ce paradis promis, artificiel de la main de l'homme, à mon humble avis, ressemble davantage à l'enfer. Et la minorité talentueuse qui n'est pas encore éteinte doit se lever. Il est vrai que ses représentants ont été évacués vers les marges. Si cette minorité avait pu rester, ils auraient très vite appartenu aux autres. Et pour l'heure, ils vont être en marge jusqu'à l'avènement d'un nouveau monde, d'une nouvelle ère. Et la médiocrité est quelque chose que l'on risque de voir. Pour nous, la description d'un tel état serait terrible. We may be certain that to be passionately and humbly engaged by necessity and not for effect in the unending pursuit of genius. Donc il y a cette poursuite de génie et d'idéaux authentiques. Nous devons les poursuivre et cela exige de nous beaucoup d'efforts. Il faut que l'on continue à accomplir la tâche qui nous incombe en tant que minorité. Alors cette lettre est très longue. Et si vous parvenez à la comprendre, cette lettre est vraiment d'actualité. À la lumière des nouvelles récentes, avec les crises économiques récentes et avec le coup qui a été lancé à la base de notre vie. Schnabel en appelle à une société où chaque homme peut toujours vivre une vie pleine et non fragmentée et ne doit pas déléguer toutes les responsabilités à ces régimes de plus en plus spécialisés. Il ne faut pas confondre la démocratie avec un consumérisme effréné. Et Schnabel est donc convaincu qu'un art qui se trouverait réduit à un bien de consommation serait très préjudiciable et ne constitue plus de l'art, n'est qu'un ersatz d'art, parce qu'il peut être acquis et obtenu sans effort. Selon Schnabel, aucun lien productif avec l'art ne peut survenir sans effort consenti. Schnabel a utilisé certaines techniques pour simplifier, pour complexifier certains éléments, pour complexifier ce qui pour lui était devenu trop simple. De manière très naturelle, Schnabel, avec ce type de réflexion, a été immersé dans la controverse. Il allait à l'encontre du cliché que l'art devait être quelque chose d'agréable, mais de non engagé. Il était obsédé avec cette désir d'être original. Alors évidemment, il était également provocateur, mais il parlait et il voulait également savoir dans quelle direction le chemin allait et où il pouvait intervenir. Par conséquent, dans ses comptes rendus, il émettait de nombreux doutes. Alors, il n'idéalisait aucunement le passé. Cependant, il se demandait vraiment si l'âge moderne allait trop loin dans l'individualisme. Et il se demandait également si les réussites, les accomplissements techniques et économiques facilitaient ou aidaient vraiment la venue d'un homme enrichi.
ou si au contraire rend l'homme plus dépendant. Alors sans vouloir retourner en arrière, on parle encore de cette thèse du désenchantement du monde, et Schnabel s'inscrivait un peu dans cette lignée. Et avec cette religiosité naïve, en l'utilisant, l'homme pourrait continuer à trouver cette croissance inexhaustible qui lui permettrait notamment de se conformer en quelque sorte à l'art. En même temps, la conscience morale de Schnabel n'a pas été contrainte. Il était par exemple impliqué en tant que pianiste dans notamment les concerts à Londres, à Berlin au sein de l'organisation là-bas et qui permettait à toute personne qui voulait assister à des concerts de le faire. Donc il était contre cet élitisme dans la musique classique. Cependant, en même temps, non seulement il mettait en avant également une production musicale presque privée chez les personnes. Il s'opposait presque à ce repli du petit bourgeois. Selon Schnabel, cet type de musique chez soi pouvait être essentiel. Selon lui, les performances, les concerts continuent être essentiels. Toute personne qui enquête sur les subtilités de la musique avec d'autres ne peut pas être réduit à son pouvoir d'achat, ni, et surtout, ne peut cette personne être manipulée dans sa prise de décision et dans ses désirs, que ceci soit artistique, économique ou politique. Cependant, selon Schnabel, l'immersion de l'individu dans un objet artistique ne peut jamais lui rendre justice. Ce n'est pas seulement un acte politique contre un goût qui serait dicté par le marché, mais c'est également quelque chose qui améliore le comportement humain. Schnabel donc parlait également du gramophone et de toutes les considérations artistiques. Selon lui, les dictats du marché avaient encore pénétré des espaces prédéterminés. Et là, c'était avec l'avènement du gramophone, notamment. Vers la fin de sa vie, Schnabel s'est voulu de plus en plus critique à l'égard des États-Unis et avec l'avenir du monde. Lorsque Schnabel a immigré aux États-Unis, il était très enthousiaste au début. Il en parle d'ailleurs de manière très positive, en tout cas de ses premières expériences aux États-Unis. En 1936, selon Schnabel, les États-Unis étaient l'avenir, alors que l'Europe le plongeait dans une déprime extrême. Il appréciait notamment qu'aux États-Unis, les étrangers étaient en quelque sorte anonymes. Tout le monde pouvait être ou devenir américain, alors qu'en Europe, selon lui, tout le monde restait étranger, même après avoir acquis une citoyenneté. Et plus Schnabel se penchait sur les mécaniques de la vie culturelle et politique aux États-Unis, plus il les opposait. Le rôle indisputé de l'économie, même dans le monde des arts, le dégoûtait. Et en 1949, il était en Californie et a écrit un pamphlet. Il a dit « J'apprécie la Californie encore moins que les autres parties des États-Unis ». La Californie, selon lui, constituait un exemple de toutes les dérives des États-Unis et ne permettait pas à une personne d'être un membre utile de la société. Là où des gens voyaient ou donnaient un sens à leur vie en servant Dieu, lui voulait servir la musique. Il essayait de comprendre le sens des masses au travail. C'était un de ses objectifs et il pensait que l'objectif était inatteignable. Mais si de tels travaux, de telles œuvres d'art,
Cette œuvre d'art était quand même essentielle selon Schnabel. Selon lui, une des meilleures façons d'utiliser la musique était via ses masterclass, ces leçons qu'il avait commencées en Italie et qu'il a poursuivies à l'Université de Michigan et Arborough. Ces masterclass, ces cours représentaient selon lui un modèle de société, de ce qu'il aurait aimé voir. À plusieurs occasions, il décrit comment les participants étaient tout à fait absorbés par la musique. Il citait, ils en oubliaient leur individualisme, ils en oubliaient ce qu'il se passait à l'extérieur, les jalousies, ils en oubliaient leur carrière et les dogmes et respiraient la liberté. Et particulièrement, il omettait toute considération pécuniaire. Ces leçons étaient également un modèle pour son concept d'éducation, ou le mot allemand Bildung, Bildung qui n'a pas d'équivalent en anglais. On pourrait qualifier cela d'éducation, de transfert de connaissances, de formation. Il n'y a pas d'équivalent. Schnabel was skeptical about strict school and university curricula. For him, love and ideals, personal experience, individual self-determination. Pour lui, l'autodétermination, l'émotion, cela étaient des ingrédients essentiels. Selon lui, plutôt, l'éducation imposée aux étudiants pouvait donner lieu à l'opposé, un secteur de la confusion, à l'obscurantisme. Donc il a parlé de ces éléments avec Robert Hutchins, qui était le président de l'Université de Chicago, de 1929 à 1945. Il avait des idées très arrêtées à propos de l'éducation musicale. Selon lui, l'approche universitaire n'est pas adéquate pour enseigner la musique. La musique qui, selon lui, est un canal de communication direct. Et il dit, les universitaires ont commencé par construire des portes avant d'arriver dans un endroit qui était toujours ouvert. Fin de la citation. En 1944, Schnabel a prédit que les États-Unis émergeraient de la guerre comme la première puissance du monde et que les Américains auraient de la peine à endosser leurs nouvelles responsabilités. Il était peu optimiste à propos de la période de l'après-guerre. Il estimait que la période de guerre pouvait être difficile, était difficile pour le moral des citoyens, mais que les périodes de paix étaient un véritable défi pour l'intelligence. Donc il a décrit les temps postmodernes de façon très adéquate. Je cite, « La course effrénée à l'argent, le début de l'âge de l'information ». C'était vraiment un visionnaire. Il l'a dit en 1945, l'âge de l'information. Et la conclusion de Schnabel à propos de la façon dont l'individu doit réagir à la monétisation croissante de la culture était loin d'être politique. Elle était formulée plutôt dans un esprit teinté d'idéalisme. Dans une lettre de 1945, il a aussi dit, je cite, « Plus que jamais aujourd'hui, nous, sur les tours d'ivoire, devons garder préserver nos acquis. Nous ne devons pas succomber à l'intimidation. Nous ne sommes pas si nombreux. Mais notre secteur souffrirait si nous en étions détachés. Toutefois, nous ne devons pas ceux qui émettent les critiques. Il faut simplement rester à notre niveau, à ce que nous faisons. Fin de la citation. À cette époque, au vu de son anxiété croissante vis-à-vis du développement de la société occidentale, il a commencé à lire. Il mentionnait souvent dans sa correspondance des écrits récents par des auteurs qu'il connaissait personnellement comme Edward Crankshaw ou Robert Hutchins. Parmi ces livres, il y avait le livre de Crankshaw, Vienne, Image d'une culture en déclin, Hutchins, Pas de voie amicale et l'apprentissage supérieur de la même année. Il y avait Aldous Huxley, Philosophie pérenniale de 1945, Arnold Toynbee, Civilisation et épreuve, ou Harold Lasky, La démocratie américaine de 1940. Il lisait également des classiques américains comme L'éducation de Henry Adams, ou Faust Veblen's,
la In the théorie last months of his de la life, classe oisive. many things came together Lors des derniers mois on de sa top of vie, his fragile health, which depressed him deeply. beaucoup de choses ont contribué à le déprimer profondément. Lui qui avait été toujours rempli d'énergie, toujours empreint d'une attitude positive, il ne voyait plus le but de vivre la vie. Il craignait l'apparition d'une nouvelle guerre en 1948 et il écrivait, je cite, « Je pense que beaucoup aux États-Unis veulent une guerre préventive. » C'est comme s'il avait été visionnaire. En effet, la guerre de Corée fut déclenchée peu de temps après. Et il a écrit, à cette époque, il n'y avait pas de pénurie d'atrocités. Pour lui, le terme occidental était devenu quasiment synonyme à la malhonnêteté. Il craignait que les relations humaines et les vies des humains seraient dominées par des pressions économiques. Ce sont des situations de 1950. En juin 1950, il s'est élevé contre le macartisme à l'invitation du dramaturge Arthur Miller. Et avec ceci, je vous remercie pour votre attention.